Bonjour à tous, chers téléspectateurs, bienvenue à la revue des grandes unes qui seront commentées par nos invités qui s'installent progressivement sur ce plateau. Mais avant de retrouver nos invités, nous allons tout d'abord donc reparcourir ces grandes unes qui font l'actualité dans les kiosques ce matin. On commence par la Nouvelle Expression qui s'intéresse à la crise anglophone et titre sur les signes d'étouffement chez les sécessionnistes. Le journal fait savoir que des informations persistantes indiquent qu'ils appellent des particuliers dans le nord-ouest et le sud-ouest pour demander un effort de guerre. Pour le journal, il s'agit ni plus ni moins que d'un signe de détresse de la part de ces sécessionnistes. Le journal qui relaie donc des témoignages de quelques-unes de ces personnalités ou de ces personnes appelées par des sécessionnistes qui leur disaient avoir faim et qui demandaient à pouvoir donc avoir un peu d'argent à travers des numéros, ce qui contribuerait, ce qui constituerait l'effort de guerre donc de ces personnes, des personnes plutôt donc atterrées après ces coups de fil, puisque en cas d'aide à ces sécessionnistes, il serait taxé par le gouvernement de complicité ou de complice au terrorisme, et en cas de refus, eh bien, la rage de ces sécessionnistes pourrait s'abattre sur eux. Le journal qui présente donc ces particuliers comme étant pris entre deux feux. Le journal La Nouvelle Expression qui parle aussi du Sénat avec Victor Moukete qui s'explique à nouveau. Le sénateur nommé a profité de la session de plein droit pour donner des explications au chef de l'État sur les propos tenus au cours de l'interview controversée du journal Jeune Afrique. Et dans cette séance d'explication au chef de l'État, le phone Moukete, le doyen d'âge du Sénat, a repositionné sa pensée, lui qui a déclaré donc que le fédéralisme, que la décentralisation se présentait comme la meilleure solution à la crise anglophone, contrairement à ce qu'il avait dit par le passé, notamment que c'est le fédéralisme qui s'imposait comme solution idoine pour ce conflit. Toujours dans La Nouvelle Expression, le Sénat et le Social Democratic Front qui dénonce le parti qui a tenté de s'opposer au Tif Moukete, arguant que sa qualité de sénateur était incompatible avec ses fonctions de président du conseil d'administration de Camtel. Yaoundé vole un bébé de 15 jours. Ce fait divers, ce fait de société est à lire à la page 3. C'est une dame se faisant passer pour la sœur de la mère du nourrisson. C'est en se faisant passer donc pour la sœur de la mère du nourrisson que la ravisseuse a réussi son coup en disparaissant dans la nature avec le bébé. Info Matin, lui, parle ce matin de l'affaire Bolloré, Guinée-Togo, procès en sorcellerie, dit Info Matin contre Bolloré. Le milliardaire français dément avec force et argument avoir corrompu dans les deux pays. Le porte-parole du gouvernement de Conakry, Damaton Albert Camara, prend également la défense du Breton. Le journal qui revient sur cette affaire pour laquelle donc le patron du groupe Bolloré est placé en garde à vue avec notamment des trafics en raison des trafics par le truchement d'une société de communication que le groupe Bolloré utiliserait pour placer certains chefs d'État en période de campagne électorale, et par la suite en termes de rémunération, eh bien le groupe se voit attribuer certains gros marchés, notamment des terminaux à conteneurs dans ces deux pays. Information que dément systématiquement le groupe à travers non seulement une mise ou un communiqué de presse, mais aussi à travers ces articles de presse qui tentent donc à blanchir le groupe. Le journal parle d'opération épervier et de Guignéfa qui pourrait bientôt être libre. En tout cas, cette interrogation barre la petite une de Info Matin qui ajoute que les éléments de preuve contre l'ex-patron de la SCDP condamné à 30 ans de prison tombent les uns après les autres comme un château de cartes. L'œil du Sahel s'intéresse ce matin à 5444 déplacés internes de Boko Haram qui sont en sursis dans la région de l'Adamawa, notamment dans la localité de Ouak, où ces déplacés se trouvent, des déplacés trop nombreux qui impactent négativement sur l'écosystème de ce côté-là, mais aussi sur les problèmes donc d'intégration en termes et de coutumes qui ne sont pas toujours assez bien abordés, et ce qui crée des conflits avec les populations
autochtones. Le journal fait une incursion donc dans ces différents camps où sont logés, où sont recasés ces déplacés de la région de l'extrême nord du côté de l'Adamawa. Le journal Le Point s'intéresse aux impôts ce matin et parle de ces surfacturations qui emportent Mopa Fatouin. Le journal présente donc quelques cas dans ses colonnes ce matin. Tribunal criminel spécial toujours dans les colonnes du Point Hebdo. Alim Adidja sera convoqué de façon péremptoire. Le journal fait donc cette affirmation ce matin. Allez, on poursuit avec Le Soir très hebdo qui parle de l'université de Ngaoundéré et de révélations suicidaires sur la gestion du FI Tindé. À peine arrivé, nous dit le journal, à la tête de l'université de Ngaoundéré, madame le recteur ne fait plus l'unanimité au sein de cette institution universitaire qui, dit-on, serait en phase de devenir l'ombre d'elle-même. Elle est accusée de tout centraliser, d'avoir positionné ces hommes tels que le révèle le journal Le Soir très hebdo dans sa publication de ce jour. Voici le journal Le Monde est repris dans les colonnes de Le Soir avec une liste de 400 médicaments qui exposent au cancer. Le quotidien Le Monde qui a publié une liste de 400 médicaments contenant des parabènes, un composé chimique pouvant avoir des effets cancérigènes, ce qui, la liste en tout cas, est à retrouver dans les colonnes du journal Le Soir. Repère, lui, s'intéresse aussi aux impôts, mais plutôt axe sur la lutte contre la corruption. Le directeur général des impôts qui limite les contacts physiques pour lutter efficacement contre la corruption. Le journal parle aussi de santé publique avec le paludisme qui tue 60% d'enfants au Cameroun. Les chiffres sont repris dans les colonnes du journal Repère qui parle aussi de succession chez les Mouna et Amatoutou qui accuse Akari Mouna d'avoir imiter sa signature. Le quotidien de l'économie, lui, s'intéresse à l'entreprise Sonara. Ce matin, retard dans l'extension et la modernisation de la Sonara, les deux principales phases d'amélioration des performances de cette raffinerie créée en 1973 connaissent des lenteurs qui obligent l'État à continuer à injecter des ressources pour l'importation des hydrocarbures pour le marché national, nous dit le quotidien de l'économie qui parle aussi de financement et des banques qui tournent le dos à 95% des petites et moyennes entreprises en création. Mutation, lui, s'intéresse au Sénat et à la forme de l'État avec Fon Moukete qui fait volte-face, c'est à lire ce matin dans les colonnes de Mutation, qui dit que favorable au fédéralisme dans les colonnes de Jeune Afrique, le doyen d'âge du Sénat a plaidé hier pour la décentralisation. C'était à l'ouverture de la session ordinaire de plein droit de la Chambre haute du Parlement au Palais des Congrès. Et puis, Cameroun Tribune s'intéresse aussi au Sénat avec la préservation de la paix et de l'unité nationale. Le Sénat qui réaffirme son engagement, nous dit Cameroun Tribune à l'ouverture de la session ordinaire de plein droit. Hier à Yaoundé, le doyen d'âge Victor Moukete a réitéré la disposition des sénateurs à consolider ses idéaux derrière le président de la République, Paul Biya. Le journal qui parle aussi de paludisme à l'occasion de la célébration ce jour de la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Cameroun Tribune fait savoir que la cote d'alerte est tout simplement atteinte au Cameroun. Émergence quotidien, lui s'intéresse au contrôle supérieur de l'État, Minetransport, SIC, autorité aéronautique. Le compte supé épluche la gestion de Mebengo, Gabriel Bengono et Koki Assoumou, nous dit Émergence, qui ajoute que le gendarme de la fortune publique est à pied d'œuvre dans plusieurs administrations camerounaises. Le journal qui parle aussi de Sénat, Ordinary Session of the Senate, issue of incompatibility preoccupies senators. You can have it at page 4 of Emergence this morning. Et puis on sort avec le Popoli qui s'intéresse à l'opération Épervier et à Tanganakuna qui débarque au TCS avec 2 milliards de francs CFA. Le journal qui illustre donc fort à propos cette image. Le journal qui dans ses colonnes parle aussi de banditisme et de ce gang qui du côté de Makeya, un gang de malfrats qui a été stoppé
essoufflé net dans sa course ces dernières heures à Douala, réputé dans les vols et les agressions, y compris les viols et la consommation de la drogue. Le journal parle de Sénat et la nouvelle cuvée qui a fait la montée des escaliers hier. C'était donc le jour de rentrée au Sénat. Les élus du peuple de la Chambre haute du Parlement ont entamé la deuxième législature avec de nouvelles orientations pour cette session plénière. Le journal enfin qui parle de Mbanga et des éventreurs de boutiques qui sont dans la NASA. Voilà donc la revue, voilà pour ces grandes unes qui ont été revues. Place à présent à nos invités. Et le premier qui est déjà présent, c'est Idriss Lissom, que nous saluons avec beaucoup de fierté. Idriss, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci, bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, et on va démarrer donc avec cette une de la nouvelle expression qui parle de la crise anglophone, qui prend en tout cas des proportions de plus en plus inquiétantes, des tournures nouvelles au fil des jours. La nouvelle expression qui parle des signes d'étouffement avec ces appels émis par certains sécessionnistes chez des particuliers demandant à ces derniers de faire l'effort de guerre. Alors, comment comprendre cette situation? Êtes-vous d'accord avec la nouvelle expression qui perçoit en cela des signes d'étouffement chez les sécessionnistes? Bon, on peut être d'accord et ne pas être d'accord, mais lorsqu'on lit cet article, on constate quand même que les raisons qui sont données, il faut dire qu'il y a des appels anonymes qui sont faits, c'est-à-dire que ces sécessionnistes ont réussi à avoir une liste de certains commerçants, certains hommes d'affaires de ces régions, surtout du Nord-Ouest, et ils les appellent pour leur demander de contribuer à l'effort de guerre. Et ces personnes sont aujourd'hui embarrassées parce que, un peu comme cet artiste qui avait chanté, c'est-à-dire que la femme de mon patron, c'est-à-dire que s'il soit avec la femme du patron, lorsque le patron sera au courant, comment se comporter? S'il refuse de sortir, la femme lui dit. Donc en fait, ils sont un peu dans cette situation complexe, dans un embarras, qui fait de telle sorte que s'ils aident ces sécessionnistes, ils vont être accusés d'être complicité, voilà, avec... Alors, et maintenant, les sécessionnistes leur disent, si ils ne le font pas, parce que ceux-ci leur font des menaces de mort. Ces sécessionnistes les menacent de mort s'ils ne contribuent pas, parce que les sécessionnistes sont au courant qu'ils ont les moyens pour apporter des conditions à cet effort de guerre. Ça, c'est bien. Mais maintenant, il faut aussi regarder de l'autre côté, est-ce que c'est l'étouffement? Si c'était l'étouffement des sécessionnistes, on verrait moins d'ardeur sur le terrain des rapts, sur le terrain des attaques. Donc on constate plutôt que hier, plus qu'hier, aujourd'hui, ça dit qu'ils sont beaucoup plus en train d'attaquer. Peut-être que ça faut aussi partir l'étouffement, peut-être que ces attaques ne sont plus seulement liées aux militaires, mais ils font aussi dans du pillage pour pouvoir se ravitailler. Est-ce que vous ne pensez pas comme certains que c'est aussi une preuve de la désorganisation de ces forces sécessionnistes parce que pour certains, il s'agit simplement des actes isolés de pillage, des actes de banditisme, même à la limite, au regard de telles pratiques? Oui, mais il faut aussi relever que dans une situation de désordre, tous les moyens sont bons. Peut-être même que ceux qui appellent là ne sont même pas des sécessionnistes. Peut-être que c'est maintenant des groupes de personnes opportunistes et des bandits à col blanc qui profitent de la situation pour pouvoir arnaquer certains hommes d'affaires. Et ça, c'est quelque chose à voir. Et là, cela implique une nouvelle approche dans le cadre de la lutte contre les sécessionnistes. Il faudrait maintenant prendre cela en compte. De deux, ces personnes qui sont menacées, vont-elles continuer à rester dans le Nord-Ouest parce qu'elles sont menacées de mort? Je doute fort. Donc il faut le dire et il faut le reconnaître qu'elles sont dans une situation qui n'est pas du tout gaie et c'est toujours mettre en mal les populations parce que si quelqu'un est un commerçant qui est dans le Nord-Ouest et il est menacé de mort, vous êtes d'accord avec moi qu'il va prendre des dispositions pour essayer de sortir de cet environnement. Et à ce moment-là, si son commerce était un élément important pour pouvoir, pour la reliance sociale et la marge de la société, il y aura, soit ça va fermer,
soit ça va compliquer la vie de ces populations qui, peut-être que si c'était un fournisseur, je ne sais pas quoi, de riz ou de ceci, le riz va coûter plus cher parce qu'il n'y en aura plus. Donc vous voyez les conséquences qui arrivent. Peut-être que c'est une technique des sécessionnistes aussi pour mettre en mal, parce que si les villes mortes ne marchent plus, peut-être qu'il faut mettre en mal ceux-là qui ravitaillent les villes dans la région pour pouvoir faire de telle sorte qu'ils continuent à avoir un terrain de prédilection et avoir la même mise sur ce territoire pour pouvoir créer véritablement leur État comme ils le veulent ou bien. On met l'entente. Voilà. Alors, on va accueillir le deuxième invité de ce jour, Hervé Viard-Dilis, de la Nouvelle Expression, justement. Hervé, bonjour. Alors, des signes d'étouffement chez les sécessionnistes, ces simples appels peuvent-ils suffire à conclure de cette façon? Non, il faut dire que ce sera quand même difficile de penser que des appels juste au calme peuvent amener les sécessionnistes à pouvoir changer d'avis. Parce qu'en réalité, le mal est aussi plus profond qu'on le pense. Je pense que c'est un mal, Idriss l'a suffisamment démontré sur ce plateau, et bien avant que la crise ne s'enlise et atteigne les degrés où elle se trouve aujourd'hui, on l'a suffisamment dit sur ce plateau que cette crise, il faudrait bien que l'État du Cameroun puisse la prendre au sérieux, parce que elle risque de transformer le Cameroun à un État où la guerre civile va s'installer. Aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de vivre. Hier, quand on le disait, on pensait que nous étions en train de soutenir les sécessionnistes, puisqu'il faut quand même, quand on essaie de voir l'histoire, on est parti quand même d'une crise, d'une grève corporatiste qui était l'émanation des revendications qui datent depuis quand même l'époque de la Fédération du Cameroun, où vous vous souvenez qu'à la conférence de Fumban, quand les deux États décidaient de se mettre ensemble, il y avait quand même un acte d'union qui avait été signé, et que les contestations ont commencé juste après la signature de cet acte de mariage entre les deux États, permettez l'expression. Donc du coup, avec le NCNC qui a commencé à faire des revendications depuis longtemps, vous vous souvenez que chaque 1er octobre de la République du Cameroun, il fallait toujours qu'on envoie les forces de l'ordre aller mater ce groupuscule de personnes qui contestaient toujours cet acte d'union entre le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone, parce que, disent-ils, il y avait eu un dol dans l'acte de mariage. Et donc, du coup, c'est cet esprit-là qui a grandi aujourd'hui. L'État ne voulant pas résoudre les problèmes de fond, a pensé qu'en étant un État assez fort, c'est vrai, en continuant à gérer comme ils le font, ça pourrait certainement résoudre le problème. Aujourd'hui, on arrive là où on est aujourd'hui. Que la Nouvelle Expression nous dise que ces coups de fil chez les particuliers pour demander de l'argent, pour demander de faire un effort de guerre, s'apparente à des signes d'étouffement et même d'essoufflement, alors que, comme le relevait Idriss, sur le terrain, on ne sent pas véritablement un essoufflement. Est-ce qu'il n'y a pas contraste? Il y a justement un contraste, parce que il y a un contraste parce que ceux qui entretiennent cette guerre, du moins, cet état des choses, ont les moyens de leur politique. Vous vous souvenez que depuis un certain temps, on a commencé avec les rap, c'est-à-dire qu'on prend des gens en otage, on demande des rançons. Ce sont des trophées de guerre, en fait, ce sont des moyens de guerre qu'on est en train de rechercher. Et depuis, depuis que cela a commencé, on ne s'est pas arrêté. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de chercher le sous-préfet, on ne sait pas de quel côté se trouve. Le sous-préfet de Batibo. Le sous-préfet Batibo. On ne sait pas de quel côté il se trouve. Mais du moins, je pense que on peut percevoir les appels, des appels comme des moyens pour avoir besoin de fonds, certainement pour passer à une phase de leurs activités, de leurs hostilités, parce qu'il faut dire que certainement ils ont un agenda. Pour faire la guerre, on a besoin d'argent. Et ils ont certainement un agenda que nous ne maîtrisons pas. Et certainement, ils voudraient passer à une phase un peu plus offensive que ce que nous avons aujourd'hui. Parce que même si on va dire que les mouvements ne sont pas permanents, il y a des petits raps, c'est-à-dire qu'ils sortent, ils frappent, ils disparaissent. Il faut quand même dire que le mouvement a suffisamment affaibli cette partie du Cameroun où, déjà, vous vous souvenez, hier, le département du Lébialem, où on a installé un préfet dans des conditions de guerre. Parce que le gouverneur qui allait installer le préfet de Lébialem était justement en gilet pare-balles avec des casques comme c'était la situation de guerre. Et on l'a installé sans la foule dont on a l'habitude souvent de voir. Et c'était avec quelques mecs personnes et avec tout un fort déploiement des forces de sécurité, notamment le BI. Alors, voilà. C'est pour dire que la situation est suffisamment grave et qu'on parle d'étouffement, c'est simplement pour tromper la vigilance des uns des autres. Il n'y a pas d'étouffement du tout parce qu'on n'est pas revenu à la calme. Voilà, pas loin de cette situation, c'est le Sénat qui est la session de plein droit qui s'est ouverte hier à Yaoundé. Le journal Mutation titre dessus et titre sur Fon Moukete qui fait volte-face. La Nouvelle Expression en parle avec Victor Moukete qui s'explique à nouveau, ou encore Cameroun Tribune qui parle du Sénat, qui réaffirme son engagement pour la préservation de la paix et l'unité nationale. Alors,
Cameroun Tribune qui parle donc de cet engagement pris par le doyen d'âge du Sénat, qui n'est autre que Fon Moukete. Fon Moukete donc à la une de tous ces journaux. Chacun y va de son angle. Volte-face, selon vous, tel que dit Mutation, lui qui a changé de posture ou de paradigme, selon Jeune Afrique, il y a de cela quelques semaines, il présentait le fédéralisme comme l'unique solution à la crise anglophone. Hier, il a parlé plutôt de décentralisation comme l'unique solution. Volte-face, ensemble. Oui, si on présente les faits tels que vous le dites, ça serait une volte-face. Mais il faut reconnaître que après la publication de Jeune Afrique, il y a eu un communiqué de Moukete qui disait que ses propos n'étaient pas, il ne se reconnaissait pas dans ses propos. Donc à ce moment-là, est-ce qu'on dirait volte-face? On dirait qu'il est dans la continuité du communiqué qu'il a pu répondre pour dire qu'il ne se reconnaissait pas dans ses propos-là. Ça, c'est d'un de deux. En lisant la presse, je constate quand même une chose et je dis c'est très grave. C'est pour ça que la situation est d'autant plus grave que voilà un doyen du Sénat et un chef. Un presque centenaire. Un centenaire, c'est-à-dire qu'on peut dire un doyen en tout et un chef, pas n'importe lequel, qui n'arrive pas à voir le chef de l'État. Mais c'est ce que ça veut dire. Donc il profite de cette tribune du Sénat pour pouvoir s'ajuster. Est-ce que c'est... Vous trouvez que dans un pays normal et sérieux, cela devrait se faire? Mais pourtant, on aurait attendu que depuis que cette crise a frappé la porte, comme le chef de l'État est très proche de ses fonds, de ses chefs, pourquoi ne les appelle-t-il pas, ceux du sud-ouest et du nord-ouest, pour échanger avec eux, pour que ceux-là qui sont au contact de ces populations dans tous ces villages du sud-ouest et du nord-ouest puissent lui dire: Monsieur le chef d'État, voici la réalité, nous proposons. Mais ça ne s'est jamais fait. Donc, alors qu'on parle de dialogue, donc regardez que le doyen du Sénat profite de la tribune, cette tribune-là, pour pouvoir se justifier et dire, mais est-ce que... Et repréciser sa position. Oui, qu'il reprécise, mais est-ce que cette position va apporter un changement? Non. À la situation. C'est seulement une question de cosmétique pour pouvoir, par rapport à une intrigue qui est née de cela, parce que certains pontes du régime pensent que le fonds ayant des privilèges, pourquoi quelqu'un ayant des privilèges supporterait une cause. Vous voyez un peu, donc il faut justifier. Alors on est dans cette république où les gens se justifient, mais et le problème reste toujours là où il se trouve. Voilà. Donc nous, ce n'est pas le Sénat qui viendra résoudre le problème de la crise anglophone, non. Ce n'est pas, ce ne sont pas les déclarations de Fon Moukete qui ne décident de rien qui viendra résoudre la crise anglophone. Il y a quelqu'un qui peut aujourd'hui mettre les populations ensemble pour contrecarrer les invasonniers. Mettre les populations ensemble. C'est-à-dire les populations, c'est qui? C'est les chefs et les leaders, d'autres leaders dans ces zones-là qui peuvent se mettre et dire: nous on prend les choses en main, voici ce que nous proposons, et le gouvernement marche dans ce sens pour mettre en minorité ces invaseurs. Mais sinon, on ne voit aucune... Cette personne, pour vous, c'est le chef de l'État. Voilà. Alors, cette posture de Fon Moukete est reprise par l'essentiel des journaux ce matin et hier. Oui, il faut dire quand même que il fallait, comme le disait Idriss, qu'il s'adresse à la nation et qu'il justifie les différentes positions qu'il a prises pendant la crise anglophone. Il a parlé indirectement au chef de l'État à travers cette tribune. C'est vrai, sauf que nous avons toujours demandé, par rapport à cette crise anglophone, que l'association des chefs des fonds du Nord-Ouest, qui sont quand même du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, qui sont les détenteurs des vrais pouvoirs. Parce que quand même dit que le pouvoir est d'abord traditionnel avant d'être administratif. Et que tout ce qui se passe dans les régions, ils sont certainement au courant de par les renseignements. Ce sont les administrés, ceux plans traditionnels, qui sont en train de vivre tout ce qui est en train de se passer. La preuve, beaucoup ont quitté leur village parce que la situation est devenue pire. Or, ça suppose que s'il y avait un réel médiateur pour expliquer au chef de l'État ce qui se passe, voilà la situation, faire des propositions de solutions, je pense que c'est d'abord eux. C'est d'abord eux parce qu'ils savent comment s'adresser à ceux-là qui sont des administrés. Or, jusqu'aujourd'hui, on a l'impression que ça ne marche pas. C'est vrai. Mais cette posture finalement antifédéraliste de Fon Moukete contraste avec, en tout cas, la volonté telle que très souvent reprise par de nombreux journaux d'un bon nombre de populations, d'une bonne frange de la population des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Oui, c'est vrai que parlant de fédéralisme... Ça c'est pour dire que forcément la posture ne cadre pas avec... les désirata des populations. Oui, ben, c'est vrai quand même qu'il faut quand même reconnaître que le problème c'est à lycée parce qu'il y a un problème de... Le problème anglophone également, c'est un problème de développement. Il faut reconnaître quand même que c'est un problème de développement.
Et d'aucuns pensent qu'avec la décentralisation, ça peut résoudre un peu le problème fédéralisme. Parce que si on avait également investi dans le développement dans cette partie du Cameroun, les gens ne se plaindraient pas comme se plaignent. Parce que vous imaginez, pour aller dans un département du sud-ouest, on est obligé de rentrer par l'ouest pour y aller. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de voie de communication. Vous passer par le Nigeria pour arriver à Akwaya, alors que nous sommes dans le Cameroun. Vous comprenez qu'ils ont quand même quelques raisons pour pouvoir se plaindre. Même si on va dire qu'il y a des zones du Cameroun qui se retrouvent dans la même situation, on va demander à ceux qui sont dans cette zone qui ne se sont pas plaints. Allez, très rapidement, toujours sur le Sénat, cette posture du SDF qui a dénoncé le cumul de fonctions de Fon Moukete, justement encore, PCA de Camtel et sénateur, le SDF qui a jugé cela incompatible. Mais ce n'est pas le SDF qui juge incompatible, ce sont les textes. Mais vous savez qu'au Cameroun, il y a des textes et il y a beaucoup d'incompatibilités. Il y a même des ministres qui sont PC alors que les textes... Non, il y a les textes et les prétextes. Et voilà, donc vraiment, c'est... Et vous voyez que tous ces gens qui ont ces positions ne veulent pas que les choses changent parce qu'ils veulent garder les positions. Et c'est pour ça qu'il faut changer le système, puisque ces personnes sont figées sur ce système et ils veulent nous conduire même jusqu'à la guerre pour qu'eux gardent les intérêts. Rapidement sur la question, cumul de fonctions, qui est passé, je ne vais pas dire inaperçu lors de la première législature, et qui se poursuit. Ça ne passe pas inaperçu parce que tous les détenteurs du pouvoir au Cameroun le savent. Ils maîtrisent mieux la législation que nous autres parce qu'ils ont conduit certainement à son écriture. Et ils ont le droit le devoir de l'appliquer. C'est un refus, non. Vous savez, c'est à tête chercheuse. Quand ça les arrange, on arrange. Quand ça les arrange pas vraiment, on laisse, non, on garde. Maintenant, comme ça, il s'agit de Moukete, ça arrange les affaires de l'État et certainement, comme on a l'habitude de dire que les anglophones n'ont pas une place au pouvoir, c'est pour démontrer aux yeux du monde que non. Vous dites que vous êtes marginalisé, voilà l'un de vous qui occupe tel poste. Sauf que ça ne suffit pas, il faudrait bien que ça s'étende à tout le monde. Allez, merci à vous Hervé Villard, merci Idriss Lisson, merci chers téléspectateurs d'être restés en notre compagnie. Demain sera notre jour, forcément nous serons là pour un autre numéro de la revue des Grandes Unes. Entre-temps, je vous souhaite de passer une très belle suite des programmes sur Equinox Télévision. Equinox Télévision. Ça va compliquer la vie de ces populations qui, peut-être que si c'était un fournisseur, je ne sais pas quoi, de riz ou de ceci, le riz va coûter plus cher parce qu'il n'y en aura plus. Donc vous voyez les conséquences qui arrivent. Peut-être que c'est une technique des sécessionnistes aussi pour mettre en mal, parce que si les villes mortes ne marchent plus, peut-être qu'il faut mettre en mal ceux-là qui ravitaillent les villes dans la région pour pouvoir faire de telle sorte qu'ils continuent à avoir un terrain de prédilection et avoir la même mise sur ce territoire pour pouvoir créer véritablement leur État comme ils le veulent ou bien. On met l'entente. Voilà. Alors, on va accueillir le deuxième invité de ce jour, Hervé Villard de la Nouvelle Expression, justement. Hervé, bonjour. Alors, des signes d'étouffement chez les sécessionnistes, ces simples appels peuvent-ils suffire à conclure de cette façon? Non, il faut dire que ce sera quand même difficile de penser que des appels juste au calme peuvent amener les sécessionnistes à pouvoir changer d'avis. Parce qu'en réalité, le mal est aussi plus profond qu'on le pense. Je pense que c'est un mal, Idriss l'a suffisamment démontré sur ce plateau, et bien avant que la crise ne s'enlise et atteigne les degrés où elle se trouve aujourd'hui, on l'a suffisamment dit sur ce plateau que cette crise, il faudrait bien que le Cameroun puisse la prendre au sérieux parce que elle risque de transformer le Cameroun à un état où la guerre civile va s'installer. Aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de vivre. Hier, quand on le disait, on pensait que nous étions en train de soutenir les sécessionnistes, puisqu'il faut quand même, quand on essaie de voir l'histoire, on est parti quand même d'une crise, d'une grève corporatiste qui était l'émanation des revendications qui datent depuis quand même l'époque de la Fédération du Cameroun, où vous vous souvenez qu'à la conférence de Fumban, quand les deux États décidaient de se mettre ensemble, il y avait quand même un acte d'union qui avait été signé et que les contestations ont commencé juste après la signature de cet acte de mariage entre les deux États, permettez l'expression. Donc du coup, avec le NCNC qui a commencé à faire des revendications depuis longtemps, vous vous souvenez que chaque 1er octobre de la République du Cameroun, il fallait toujours qu'on envoie les forces de l'ordre aller mater ce groupuscule de personnes qui contestaient toujours cet acte d'union entre le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone, parce que, disent-ils, il y avait eu un dol
dans l'acte de mariage. Et donc, du coup, c'est cet esprit-là qui a grandi aujourd'hui. L'État ne voulant pas résoudre les problèmes de fond, a pensé qu'en étant un État assez fort, c'est vrai, en continuant à gérer comme ils le font, ça pourrait certainement résoudre le problème. Aujourd'hui, on arrive là où on est aujourd'hui. Que la nouvelle expression nous dise que ces coups de fil chez les particuliers pour demander de l'argent, pour demander de faire un effort de guerre, s'apparente à des signes d'étouffement et même d'essoufflement, alors que, comme le relevait Idriss, sur le terrain, on ne sent pas véritablement un essoufflement. Est-ce qu'il n'y a pas contraste? Il y a justement un contraste parce que il y a un contraste parce que ceux qui entretiennent cette guerre, du moins, cet état des choses, ont les moyens de leur politique. Vous vous souvenez que depuis un certain temps, on a commencé avec les rap, c'est-à-dire qu'on prend des gens en otage, on demande des rançons. Ce sont des trophées de guerre, en fait, ce sont des moyens de guerre qu'on est en train de rechercher. Et depuis, depuis que cela a commencé, on ne s'est pas arrêté. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de chercher le sous-préfet, on ne sait pas de quel côté se trouve. Le sous-préfet de Batibo. Le sous-préfet Batibo. On ne sait pas de quel côté il se trouve. Mais du moins, je pense que on peut percevoir les appels, des appels comme des moyens pour avoir besoin de fonds, certainement pour passer à une phase de leurs activités, de leurs hostilités, parce qu'il faut dire que certainement, ils ont un agenda. Pour faire la guerre, on a besoin d'argent. Et ils ont certainement un agenda que nous ne maîtrisons pas. Et certainement, ils voudraient passer à une phase un peu plus faire pour laquelle donc le patron du groupe Bolloré est placé en garde à vue avec notamment des trafics en raison des trafics par le truchement d'une société de communication que le groupe Bolloré utiliserait pour placer certains chefs d'État en période de campagne électorale et par la suite en termes de rémunération. Eh bien, le groupe se voit attribuer certains gros marchés, notamment des terminaux à conteneurs dans ces deux pays. C'est information que dément systématiquement le groupe, à travers non seulement une mise ou un communiqué de presse, mais aussi à travers ces articles de presse qui tentent donc à blanchir le groupe. Le journal parle d'opération épervier et de Nguignefa qui pourrait bientôt être libre. En tout cas, cette interrogation barre la petite une de Info Matin qui ajoute que les éléments de preuve contre l'ex-patron de la SCDP condamné à 30 ans de prison tombent les uns après les autres comme un château de cartes. L'œil du Sahel s'intéresse ce matin à 5444 déplacés internes de Boko Haram qui sont en sursis dans la région de l'Adamawa, notamment dans la localité de Ouak, où ces déplacés se trouvent, des déplacés trop nombreux qui impactent négativement sur l'écosystème de ce côté-là, mais aussi sur les problèmes donc d'intégration en termes et de coutumes qui ne sont pas toujours assez bien abordés et ce qui crée des conflits avec les populations autochtones. Le journal fait une incursion donc dans ces différents camps où sont logés, où sont recasés ces déplacés de la région de l'extrême nord du côté de l'Adamawa. Le journal Le Point s'intéresse aux impôts ce matin et parle de ces surfacturations qui emportent Mopa Fatouin. Le journal présente donc quelques cas dans ses colonnes ce matin. Tribunal criminel spécial toujours dans les colonnes du Point Hebdo. Halim Adidja sera convoqué de façon péremptoire. Le journal fait donc cette affirmation ce matin. Allez, on poursuit avec Le Soir Très Hebdo qui parle de l'université de Ngaoundéré et de révélations suicidaires sur la gestion du FI Tindé. À peine arrivé, nous dit le journal, à la tête de l'université de Ngaoundéré, Madame le recteur ne fait plus l'unanimité au sein de cette institution universitaire qui, dit-on, serait en phase de devenir l'ombre d'elle-même. Elle est accusée de tout centraliser, d'avoir positionné ces hommes tels que le révèle le journal Le Soir Très Hebdo dans sa publication de ce jour. Voici le journal Le Monde est repris dans les colonnes de Le Soir avec une liste de 400 médicaments qui exposent au cancer. Le quotidien Le Monde qui a publié une liste de 400 médicaments contenant des parabènes, un composé chimique pouvant avoir des effets cancérigènes, ce qui, la liste en tout cas, est à retrouver dans les colonnes du journal Le Soir. Repère, lui, s'intéresse aussi aux impôts, mais plutôt axe sur la lutte contre la corruption. Le directeur général des impôts qui limite les contacts physiques pour lutter efficacement contre la corruption. Le journal parle aussi de santé publique avec le paludisme qui tue
60% d'enfants au Cameroun. Les chiffres sont repris dans les colonnes du journal Repère, qui parle aussi de succession chez les Mouna et Amatoutou, qui accuse Aker Mouna d'avoir de la crise anglophone qui prend en tout cas des proportions de plus en plus inquiétantes, des tournures nouvelles au fil des jours. La nouvelle expression qui parle des signes d'étouffement avec ces appels émis par certains sécessionnistes chez des particuliers demandant à ces derniers de faire l'effort de guerre. Alors, comment comprendre cette situation? Êtes-vous d'accord avec la nouvelle expression qui perçoit en cela des signes d'étouffement chez les sécessionnistes? Bon, on peut être d'accord et ne pas être d'accord, mais lorsqu'on lit cet article, on constate quand même que les raisons qui sont données, il faut dire qu'il y a des appels anonymes qui sont faits, c'est-à-dire que ces sécessionnistes ont réussi à avoir une liste de certains commerçants et certains hommes d'affaires de ces régions, surtout du nord-ouest, et ils les appellent pour leur demander de contribuer à l'effort de guerre. Et ces personnes sont aujourd'hui embarrassées parce que, un peu comme cet artiste qui avait chanté, c'est-à-dire que la femme de mon patron, c'est-à-dire que s'il soit avec la femme du patron, lorsque le patron sera au courant, comment c'est concevoir, s'il refuse de sortir, la femme lui dit. Donc en fait, ils sont un peu dans cette situation complexe, dans un embarras qui fait de telle sorte que s'ils aident ces sécessionnistes, ils vont être accusés d'être complices. Voilà, avec alors, et maintenant, les sécessionnistes leur disent, ils ne le font pas, parce que ceux-ci leur font des menaces de mort. Ces sécessionnistes les menacent de mort s'ils ne contribuent pas, parce que les sécessionnistes sont au courant qu'ils ont les moyens pour apporter des conditions à cet effort de guerre. Ça, c'est bien. Mais maintenant, il faut aussi regarder de l'autre côté, est-ce que c'est l'étouffement? Si c'était l'étouffement des sécessionnistes, on verrait moins d'ardeur sur le terrain des rapts, sur le terrain des attaques. Donc on constate plutôt que hier, plus qu'hier, aujourd'hui, ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus en train d'attaquer. Peut-être que ça fait aussi partie de l'étouffement, peut-être que ces attaques ne sont plus seulement liées aux militaires, mais ils font aussi dans du pillage pour pouvoir se ravitailler. Est-ce que vous ne pensez pas comme certains que c'est aussi une preuve de la désorganisation de ces forces sécessionnistes parce que pour certains, il s'agit simplement des actes isolés de pillage, des actes de banditisme, même à la limite, au regard de telles pratiques? Oui, mais il faut aussi relever que dans une situation de désordre, tous les moyens sont bons. Peut-être même que ceux qui appellent là ne sont même pas des sécessionnistes. Peut-être que c'est maintenant des groupes de personnes opportunistes et des bandits à col blanc qui profitent de la situation pour pouvoir arnaquer certains hommes d'affaires. Et ça, c'est quelque chose à voir. Et là, cela implique une nouvelle approche dans le cadre de la lutte contre les sécessionnistes. Il faudrait maintenant prendre cela en compte. De deux, ces personnes qui sont menacées, vont-elles continuer à rester dans le nord-ouest parce qu'elles sont menacées de mort? Je doute fort. Donc il faut le dire et il faut le reconnaître qu'elles sont dans une situation qui n'est pas du tout gaie et c'est toujours mettre en mal les populations parce que si quelqu'un est un commerçant qui est dans le nord-ouest et il est menacé de mort, vous êtes d'accord avec moi qu'il va prendre les dispositions pour essayer de sortir de cet environnement. Et à ce moment-là, si son commerce était un élément important pour pouvoir, pour la reliance sociale et la marge de la société, il y aura, soit ça va fermer, soit... Bonjour à tous, chers téléspectateurs, bienvenue à la revue des grandes unes qui seront commentées par nos invités qui s'installent progressivement sur ce plateau. Mais avant de retrouver nos invités, nous allons tout d'abord donc reparcourir ces grandes unes qui font l'actualité dans les kiosques ce matin. On commence par la nouvelle expression qui s'intéresse à la crise anglophone et titre sur les signes d'étouffement chez les sécessionnistes. Le journal fait savoir que des informations
persistante indiquent qu'ils appellent des particuliers dans le nord-ouest et le sud-ouest pour demander un effort de guerre pour le journal. Il s'agit ni plus ni moins que d'un signe de détresse de la part de ces sécessionnistes. Le journal qui relaie donc des témoignages de quelques-unes de ces personnalités ou de ces personnes appelées par des sécessionnistes qui leur disaient avoir faim et qui demandaient à pouvoir donc avoir un peu d'argent à travers des numéros, ce qui contribuerait, ce qui constituerait l'effort de guerre donc de ces personnes, des personnes plutôt donc atterries après ces coups de fil, puisque en cas d'aide à ces sécessionnistes, il serait taxé par le gouvernement de complicité ou de complice au terrorisme, et en cas de refus, eh bien, la rage de ces sécessionnistes pourrait s'abattre sur eux. Le journal qui présente donc ces particuliers comme étant pris entre deux feux. Le journal La Nouvelle Expression qui parle aussi du Sénat avec Victor Moukete qui s'explique à nouveau. Le sénateur nommé a profité de la session de plein droit pour donner des explications au chef de l'État sur les propos tenus au cours de l'interview controversée du journal Jeune Afrique. Et dans cette séance d'explication au chef de l'État, le Fon Moukete, le doyen d'âge du Sénat, a repositionné sa pensée, lui qui a déclaré donc que le fédéralisme, que la décentralisation se présentait comme la meilleure solution à la crise anglophone, contrairement à ce qu'il avait dit par le passé, notamment que c'est le fédéralisme qui s'imposait comme solution idoine pour ce conflit. Toujours dans La Nouvelle Expression, le Sénat et le Social Democratic Front qui dénonce le parti a tenté de s'opposer au Tif Moukete, arguant que sa qualité de sénateur était incompatible avec ses fonctions de président du conseil d'administration de Camtel. Yaoundé vole un bébé de 15 jours. Ce fait divers, ce fait de société est à lire à la page 3. C'est une dame se faisant passer pour la sœur de la mère du nourrisson. C'est en se faisant passer donc pour la sœur de la mère du nourrisson que la ravisseuse a réussi son coup en disparaissant dans la nature avec le bébé. Info Matin, lui, parle ce matin de l'affaire Bolloré, Guinée-Togo, procès en sorcellerie, dit Info Matin contre Bolloré. Le milliardaire français dément avec force et argument avoir corrompu dans les deux pays. Le porte-parole du gouvernement de Conakry, Damaton Albert Camara, prend également la défense du Breton. Le journal qui revient sur cette affaire, imiter sa signature. Le quotidien de l'économie, lui, s'intéresse à l'entreprise Sonara. Ce matin, retard dans l'extension et la modernisation de la Sonara, les deux principales phases d'amélioration des performances de cette raffinerie, créée en 1973, connaissent des lenteurs qui obligent l'État à continuer à injecter des ressources pour l'importation des hydrocarbures pour le marché national, nous dit le quotidien de l'économie, qui parle aussi de financement et des banques qui tournent le dos à 95% des petites et moyennes entreprises en création. Mutation, lui, s'intéresse au Sénat et à la forme de l'État avec Fon Moukete qui fait volte-face, c'est à lire ce matin dans les colonnes de Mutation, qui dit que favorable au fédéralisme dans les colonnes de Jeune Afrique, le doyen d'âge du Sénat a plaidé hier pour la décentralisation. C'était à l'ouverture de la session ordinaire de plein droit de la Chambre haute du Parlement au Palais des Congrès. Et puis, Cameroun Tribune s'intéresse aussi au Sénat avec la préservation de la paix et de l'unité nationale. Le Sénat qui réaffirme son engagement, nous dit Cameroun Tribune à l'ouverture de la session ordinaire de plein droit. Hier à Yaoundé, le doyen d'âge Victor Moukete a réitéré la disposition des sénateurs à consolider ses idéaux derrière le président de la République, Paul Biya. Le journal qui parle aussi de paludisme à l'occasion de la célébration ce jour de la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Cameroun Tribune fait savoir que la cote d'alerte est tout simplement atteinte au Cameroun. Émergence quotidien, lui s'intéresse au contrôle supérieur de l'État, Minetransport, SIC, autorité aéronautique. Le compte supé épluche la gestion de Mebengo, Gabriel Bengono et Koki Assoumou, nous dit Émergence, qui ajoute que le gendarme de la fortune publique est à pied d'œuvre dans plusieurs administrations camerounaises. Le journal qui parle aussi de Sénat, Ordinary Session of the Senate,
Senate. Issue of incompatibility preoccupies senators. You can have it at page 4 of Emergence this morning. Et puis on sort avec le Popoli qui s'intéresse à l'opération Épervier et à Tanganakuna qui débarque au TCS avec 2 milliards de francs CFA. Le journal qui illustre donc fort à propos cette image. Le journal qui dans ses colonnes parle aussi de banditisme et de ce gang qui du côté de Makeya, un gang de malfrats qui a été stoppé net dans sa course ces dernières heures à Douala, réputé dans les vols et les agressions, y compris les viols et la consommation de la drogue. Le journal parle de Sénat et la nouvelle cuvée qui a fait la montée des escaliers hier. C'était donc le jour de rentrée au Sénat et les élus du peuple de la Chambre haute du Parlement ont entamé la 2e législature avec de nouvelles orientations pour cette session plénière. Le journal enfin qui parle de Banga et des éventreurs de boutiques qui sont dans la NASA. Voilà donc la revue, voilà pour ces grandes unes qui ont été revues. Place à présent à nos invités. Et le premier qui est déjà présent, c'est Idriss Lissom que nous saluons avec beaucoup de fierté. Idriss, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci, bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, et on va démarrer donc avec cette une de la nouvelle expression qui parle